Mesdames et messieurs, c'est l'heure de Parlons Gouvernance. Actualité oblige. Dans notre précédente émission, nous avons parlé de la fonction du président de l'Assemblée nationale, son rôle. Nous avons parlé aussi des autres postes du bureau de l'Assemblée nationale. Il s'agit des vice-présidents, des deux questeurs et des deux secrétaires parlementaires. Aujourd'hui, nous parlerons en général avec notre consultant politique du bureau de l'Assemblée nationale. Quelle est sa mission et quel est donc son fonctionnement? Agapite Napoléon Mafolican, bonjour. Bonjour Sire, bonjour à tous nos téléspectateurs sur les différentes plateformes. Le bureau de l'Assemblée nationale est composé de 7 membres. Agapite Napoléon Mafolican. Sur ce même plateau, nous avons parlé des fonctions de chaque poste du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, le bureau en question, quelle est donc sa mission? Aussi simple qu'on l'a souvent dit depuis quelques jours, le bureau de l'Assemblée nationale assiste le président dans la conduite des travaux, dans l'exercice de sa fonction donc de président. Dans la conduite des travaux, le bureau assiste le président, donc le bureau aide le président, l'accompagne donc dans la détermination des sessions, dans la conduite des travaux, dans l'aménagement des temps de parole, l'ordre du jour de chaque session, par exemple. Le bureau arrête l'ordre du jour de chaque session sur proposition du président, après consultation de la conférence des présidents. Le bureau détermine la durée et donc de chaque session, la durée des interventions, la limitation du nombre des orateurs, leur répartition entre différents groupes et le temps de parole attribué à chacun d'eux. Le bureau se réunit une fois par semaine lors des sessions et une fois par mois hors session. Cette réunion peut être aussi convoquée chaque fois quand le besoin se fait sentir, donc en réunion extraordinaire. Le président convoque les membres du bureau par courrier individuel ou en cas d'urgence par tout autre moyen approprié et le communique à chaque membre donc l'ordre du jour 24 heures à l'avance. Donc globalement à l'interne, voilà un peu ce qu'on peut dire. Le bureau accompagne le président dans la constitution des groupes de travail, par exemple, donc qui a lieu. Au niveau du bureau à l'interne, le bureau délibère. Le bureau délibère, 4 sur 7 sont présents. Et dont le président ou un vice-président. Et les décisions sont prises à la majorité, simple. Et en cas d'égalité, la voix du président ou du président de séance est prépondérante. Il n'y a pas de progression. Donc, un député, un membre du bureau ne peut donner procuration à son collègue pour le représenter. Je pense que c'est au niveau donc de l'article 19.1e. 19.1e qui dit nul membre du bureau de l'Assemblée nationale ne peut donner délégation à un autre membre au fin de le représenter à une réunion de bureau. Donc voilà, ça c'est tout de même clair. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut peut-être rectifier que les décisions sont prises par consensus normalement. Mais à défaut de consensus, article 19.1c, à défaut de consensus, il prend cette décision au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité simple au second tour. Voilà, donc le principe c'est le consensus. Mais en défaut de consensus, les décisions sont prises au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité simple au second tour, au deuxième tour. Au niveau des attributions du bureau, il y a 2 attributions importantes dont je n'ai pas fait cas. Il y a d'abord le pouvoir de nomination. Le bureau nomme. Le bureau de l'Assemblée nationale a quand même un pouvoir de nomination au niveau donc de la Cour constitutionnelle, de la haute autorité de la communication et du Conseil économique et social. Le bureau a un certain nombre de personnalités qui nomment. Et c'est quand même important puisque ces institutions sont considérées comme l'administration indépendante autonome, mais qui complètent les actions du gouvernement d'une manière ou d'une autre. La HAC au niveau de la régulation des médias, le Conseil économique et social qui conseille le président de la République en la matière économique et sociale. Donc le bureau a ce pouvoir de nomination. Par exemple, le bureau nomme 4 des 7 membres de la Cour constitutionnelle, c'est quand même beaucoup. 4 des 7. Voilà, 4 des 7 membres, 3 des 9 membres de la haute autorité de la communication, c'est pas rien. Enfin, le bureau a un pouvoir de consultation. Les consultations, disons, c'est facultatif, mais c'est quand même un pouvoir de consultation. C'est au niveau donc de la nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, sur des dispositions constitutionnelles, consulte le bureau de l'Assemblée nationale au fin donc de désigner les membres du gouvernement. Alors, à ce niveau, que fait le président de l'Assemblée nationale? Il convoque les membres du bureau. Il leur donne connaissance de la liste des personnalités proposées par le chef de l'État pour faire partie du gouvernement. Il recueille l'avis des membres, il fait procéder au vote et après il fait un rapport et donc, qui donne l'avis motivé
du bureau de l'Assemblée nationale au président de la République. Après, le président fait de cela ce qu'il veut, mais le bureau a cet avis à donner. Alors, dites-nous, Agapit Napoléon Maforican, le bureau a-t-il des prérogatives? Chaque membre du bureau n'a que des fonctions. Des fonctions. Puisqu'il n'y a pas une prérogative. Nommer est une prérogative. Le pouvoir de nomination est déjà une prérogative. Il nomme 4 membres des 7 de la Cour constitutionnelle. Il nomme 3 des 9 de la HAC. C'est beaucoup. Donc, avant, il désignait dans d'autres structures. Alors, donc c'est déjà ça des prérogatives. Après ça, chaque membre du bureau a ses prérogatives. Alors, en cas de conflit au sein des membres du bureau, comment est-ce que le président joue sa partition? Bon, je n'ai pas connaissance dans mes lectures que le problème de conflit, mais vous voyez, c'est une dynamique humaine. Les décisions étant prises par consensus ou à défaut, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité simple au second tour. Chaque membre du bureau a ses attributions, directes ou indirectes, opérationnelles ou disons, d'attente. Pour ce qui concerne les vice-présidents. Donc, en cas de conflit, tant que le bureau tourne, tant que les différents organes, chaque membre du bureau joue son rôle, il ne sont pas tenus. Parce que quand on parle de conflit en quoi? Bon, s'ils en arrivent aux mains, ça fait violence et voie de fait, ils vont passer ailleurs. Mais si c'est là que des invectives, des murmures, donc des bouderies, ça peut faire tourner la machine. Donc, parce que de toute façon, le fonctionnement du bureau est connu, il faut 4 membres. Maintenant, si la crise arrive à un niveau où le bureau n'arrive pas à se réunir, parce qu'il faut au moins 4 membres pour réunir le bureau. S'il n'arrive pas à le faire, je pense qu'il doit avoir un mécanisme de gestion. Le président de l'Assemblée nationale, normalement, dans ces cas, doit tenir la conférence des présidents pour que les voies appropriées puissent être enclenchées pour retrouver, disons, l'équilibre. Je pense qu'il est arrivé où il y a eu des crises entre des camarades qui étaient amis au départ en mettant en place le bureau. Après, leur camp change et ça crée quelques flux. Alors, nous allons rester collés à l'actualité. Agapit Napoléon Maforican, évoquons à présent la démission de l'honorable Cécile Aoumenou de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Cette démission répond à quelle exigence? Cette démission répond déjà au fait qu'elle ne pouvait pas cumuler les deux. Elle ne pouvait pas être à la fois députée et membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Plus forte raison que membre du bureau. Donc, elle a donc décidé de faire son choix. Le choix le plus cohérent d'ailleurs, parce que lorsque vous êtes candidat, vous postulez, alors que vous êtes déjà à un poste, et vous postulez à un autre poste, si vous gagnez, normalement c'est pour y siéger, et donc c'est tout à fait normal et logique qu'elle puisse démissionner présentement. Alors, elle a démissionné de son poste à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Après sa démission, quel est le mécanisme pour son remplacement? Le remplacement du conseil à la HAC, si j'ai bonne mémoire, ce remplacement se fait de la manière dont elle y est allée. C'est-à-dire que quel poste elle laisse vacant? Elle laisse vacant le poste de technicien de télécommunications. Donc, quelle est sa provenance? Elle provient du secteur des professionnels des médias. En fait, la HAC est nommée par 3 structures. Les membres de la HAC, et pas le chef de l'État, 3 personnes, par le bureau de l'Assemblée nationale, 3 personnes, et 3 désignés par la profession elle-même. Alors, elle fait partie des 3 désignés par la profession. Donc, elle est ingénieure de télécommunications, elle est venue par là. Ça veut dire simplement que les techniciens doivent se réunir bientôt pour désigner son successeur. Il y a quand même encore 15 mois, tout au moins. La mandature actuelle a encore 15 mois tout au moins à passer. Donc ils vont se réunir pour désigner un peu celui ou celle qui va la remplacer. Alors désigner ou passer à une autre élection, parce qu'elle est allée à la HAC par élection. Oui, elle était allée à la HAC par élection, mais la loi à l'époque n'avait pas précisé l'élection, avait dit 3 désignés par la profession. Donc, mais aujourd'hui, oui, la loi organique a amendé. Aujourd'hui, a précisé par élection, et ça doit être impliqué la Sénat et la HAC. Alors après cette étape, il faudra passer à l'installation de ce dernier ou de cette dernière au sein de cette institution. Ça n'a pas besoin d'un cérémonial particulier, puisque c'est un remplacement. On a déjà remplacé, on a déjà eu à remplacer. Les professionnels des médias ont déjà eu à remplacer déjà un des leurs, et tout comme les autres institutions également ont eu à remplacer. Le chef de l'État a eu à remplacer Feu Béhanzin Paoletti, par exemple, qui est décédé quelques temps après ça, vous avez été nommé président de la 2e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Il est décédé, a été remplacé par le président Timothée Adané.
Donc ça, le remplacement a été fait par le chef de l'État. Après Paoletti, il y a eu Alassane Bawa qui était conseiller à la HAC dans la catégorie des communicateurs. À son décès en 2003, il a été remplacé par son épouse qui était réalisatrice à l'ORTV, Abissatou Bawa. Bon, il y a eu le professeur Bossou qui n'a pas été lui remplacé. Il y a eu le décès donc de notre vice-président quand j'étais, Feu Clément Redontin, qui a décédé il y a pratiquement 15 ans. 15 ans et a été remplacé par Clémentine Locolon après une élection que nous avons eu à faire au niveau des professionnels de médias. Clément Redontin est mort le 14 février 2008 et remplacé dans la foulée vers août 2008. Voilà. Alors, en attendant son remplacement, est-ce que cette vacance de poste ne va pas porter un petit peu préjudice au bureau qu'elle a, vu la tâche qu'elle avait à mener? C'est vrai que Cécile Oumenou est ingénieure de télécom, donc elle a un profil qui est unique, qui n'est pas aussi, qui est particulier et au regard de la mission de la HAC, au regard donc de développement des technologies, au regard de lancement de la TNT, au regard de toutes ces données, oui, ce profil est un profil aujourd'hui recherché. Donc oui, son départ, sa démission peut affecter le bureau. Ou même toute l'institution. Mais il y a quand même d'autres, il y a des ingénieurs qui sont dans la maison, il y a d'autres techniciens qui peuvent, disons, aider à suppléer en attendant que son successeur arrive. Avant de terminer, je voulais quand même dire mes félicitations au confrère Mali Gobinan qui devient vice-président du groupe parlementaire du Bloc républicain. C'est une consécration pour lui. Il a été un bon acteur du monde des médias, un bon acteur du mouvement estudiantin, un bon acteur donc du mouvement estudiantin, après du monde des médias, maire depuis quelques années, aujourd'hui député, et donc à la tête, donc comme vice-président du groupe parlementaire, c'est une ascension qui pour moi mérite d'être saluée. Donc il me plaît donc de lui passer un petit bonjour par là et je lui dis surtout félicitations. Alors, Agapit Napoli, avant de clore cette entretien, juste une question. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces gens d'acteurs être élus députés à l'Assemblée nationale? Non, il faut parler de la société. Ils font partie de la société. Pour moi, avant les confrères Charles Tokom, Ali Gomina, la conseillère Oumenou, il y a quand même eu d'autres. Il y a eu les Zachary Yolou en ces temps-là. Aujourd'hui, oui, c'est quand même une génération qui a fait son parcours, qui est à sa place, on peut le dire. Voilà. Donc pour moi, rien d'anormal. Au contraire, dans l'ordre normal des choses. C'est heureux aujourd'hui de pouvoir compter sur sa profession des médias, même si ça allait beaucoup plus dans l'entreprise. Mais il est le patron du groupe de presse matinale. C'est bon de le savoir et de pouvoir compter sur lui là-bas au Parlement. Marie Gobina, patron du groupe Fraternité, maire. Donc lui aussi, il a fait son bonhomme de chemin. Et le groupe compte aujourd'hui Canal 3, Radio Fraternité, le quotidien Fraternité. C'est pas peu. Donc, ils ont été dans les batailles de l'assainissement de la profession et du développement de la profession des médias. J'espère bien que d'autres suivront et qu'ils seront à la hauteur du travail diront là-bas. Là, c'est pas que j'espère, je suis convaincu que Charles Toko, la conseillère vice-présidente Cécile Oumenou et Mali Gomina sauront être utiles pour dans le cadre des mutations actuelles dont la presse a besoin pour se repositionner et aller à la conquête des défis qui aujourd'hui s'érigent devant elle. Voilà. Alors merci Agapit Napoli Maforican. C'est déjà la fin de cette émission. On retient que le bureau de l'Assemblée nationale se réunit une fois par semaine pendant les sessions et une fois hors session. Il ne délibère que si 4 de ces 7 membres sont présents, dont obligatoirement le président ou un vice-président. Mais aussi, à défaut de consensus, il prend ses décisions au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité simple au deuxième tour. Voilà, merci de nous avoir suivis. À lundi prochain.